Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième et dernier Work in Progress XR. Merci d'être avec nous ce matin. On va, après le Luxembourg lundi et la France hier après-midi, on va accueillir une équipe suisse, nos voisins suisses, et j'ai le grand plaisir d'appeler sur scène, dans l'ordre de la table, Tristan Siodelac, Gilles Jobin et Thomas Hott, et Susana Panades-Diaz. Et on va parler d'un projet très graphique, comme celui d'hier après-midi. Et je vais céder la parole à Gilles. Ok. Bonjour à tout le monde. Bon début de journée. Donc on est ici effectivement pour parler du projet Sunset Motel. Sunset Motel, c'est un projet qui se destine à être en VR. Ça fait déjà un peu plus d'1 an qu'on travaille dessus. On avait présenté un pitch l'année dernière à Annecy. Et puis là, on a fait une période de développement assez longue, d'environ 3 semaines dans le studio aussi avec des danseurs. Donc on a vraiment commencé à mettre en action et à enregistrer de la capture de mouvement. Donc on va passer un petit peu à travers le processus de la pièce. Donc je voulais présenter l'équipe principale. Donc on a 4 leads sur ce projet. Donc Thomas Hott qui est l'illustrateur, moi-même qui suis le chorégraphe, Tristan, notre artiste 3D, Susana qui est danseuse et qui gère en fait toutes les questions liées au mouvement. Et puis Marquis qui n'est pas ici, mais lui il va s'occuper du son. On n'a pas beaucoup travaillé sur le son encore, mais disons que c'est important de mentionner le travail, ça sera très important dans la pièce finale. Et je voulais mettre un petit peu en place le contexte de cette équipe, parce qu'il y a une histoire entre nous. Marquis, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, qui est musicien, il est batteur dans un groupe de métal, et actuellement dans un groupe de doom metal d'ailleurs, et qui se trouve que Thomas est le chanteur. Et on a utilisé la musique pour un de nos projets qui s'appelle Cosmogonie, de ce groupe qui s'appelle Tarpond. Et c'est comme ça que j'ai rencontré en fait Thomas, et c'est comme ça qu'il est venu au studio, et c'est comme ça qu'on a pu le titiller en lui disant tiens, est-ce que tu as pensé un jour à mettre tes dessins en 3D? Donc Thomas est un illustrateur qui travaille la carte à gratter, et vous allez voir tout à l'heure, il nous expliquera un petit peu son système. Susana, on travaille ensemble depuis une bonne quinzaine d'années. Elle a participé à toutes les pièces qu'on a créées. Donc moi, je suis chorégraphe, j'ai une compagnie de danse qui est basée à Genève. On travaille de manière quasi permanente depuis 1995. Et Tristan, c'est notre artiste 3D. Il a fait toutes les créations, tout ce qu'on a fait comme œuvre digitale, c'est lui qui a réalisé en fait décors et avatars. Donc on a une pratique de travail et une connexion entre nous. Donc il nous semblait que c'était important de commencer un petit peu par la présentation du travail de la compagnie, puisque en tant que compagnie, c'est nous qui sommes, on est producteurs du projet avec Nadasdi Film et Floréal. Donc Nadasdi à Genève et Floréal à Paris. Mais disons que beaucoup de choses se passent à l'intérieur de notre studio, et c'est aussi le fait qu'on a un studio de capture de mouvement à demeure dans notre studio avec 42 caméras optiques. C'est ce qui nous permet de travailler comme ça au quotidien. Je voulais montrer aussi les crédits pour voir qu'on est une petite équipe. Donc on travaille de manière assez proche. Mentionne aussi le technical artiste Pierre-Égor Berthet, et vous verrez qu'il a été très important aussi dans la manière, on va dire, de trouver des solutions techniques pour le travail de Thomas, pour passer, disons, de ce travail gratté en 2D à la 3D. Comme vous pouvez voir cette image, l'image que vous voyez, c'est une image de Sunset Motel en 3D. Et puis le son, évidemment, la musique sera très importante. Donc il y a aussi une connexion, évidemment, Thomas est musicien aussi. Donc on a on va dire, je pense, une culture aussi commune. On est de la même génération, et je pense qu'il y a quelque chose autour du rock, punk rock, qui nous lie aussi. Et surtout que le son est quelque chose de très important dans une œuvre. Pour moi, ça a toujours été très important, la musique dans mes pièces de danse. Et puis aussi le nom des interprètes.
parce que je suis à la fois effectivement producteur, aussi chorégraphe, mais je suis aussi un des interprètes de la pièce. Et Susanna, évidemment, qui est notre artiste principale. Donc déjà, ça c'est le travail de Thomas. Donc ça c'est un livre qui s'appelle Route 66, qui était produit par Louis Vuitton, qui est un carnet de voyage en fait. C'est une très belle collection d'ailleurs, je vous recommande. Et puis moi je connaissais le travail de Thomas depuis longtemps, on ne se connaissait pas avec Thomas, on s'est connus à l'occasion de cette bande son qu'ils ont fait pour Cosmogonie. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ce livre, ça m'a vraiment très impacté, ça m'a vraiment donné envie de rentrer en fait vraiment, de me mettre en 3D dans cet univers. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui s'est passé aussi avec Tristan, où on a discuté, et Tristan, j'ai vu dans ses yeux une lumière où il avait compris comment on pouvait faire pour que ça fonctionne. Donc ça, c'est toujours des images du Route 66. Donc ça, c'est maintenant donc, la compagnie Jobin, donc c'est notre compagnie qui est basée à Genève. On a notre studio de capture de mouvement, enfin c'est notre studio de danse, mais qui est équipé pour la capture de mouvement. On a 42 caméras optiques de marque Qualisys, des projecteurs vidéo, des écrans. Donc on a maintenant un studio qui est vraiment très bien équipé pour la capture de mouvement et pour la création digitale de manière générale et du point de vue du spectacle vivant. Donc on accueille aussi des artistes en résidence, on essaye de couper un petit peu le bottleneck de l'accès à la VR, qui coûte très cher pour des artistes indépendants et on pense que c'est souvent surfacturé en fait. Ok, alors ma vidéo démarre toute seule, c'est génial. Donc là, je présente un petit peu le travail de la compagnie parce que je pense que c'est important en termes de contexte. Ça, c'est une pièce qui s'appelle VRI qu'on a créée en 2017 où 5 spectateurs pouvaient bouger physiquement, réellement à l'intérieur d'un espace 3D, donc en VR. Donc toutes les actions autour étaient enregistrées, mais par contre, eux étaient en fait capturés en temps réel, ils pouvaient voir leur propre corps. Ça, c'est une pièce qui s'appelle la comédie virtuelle Live Show, qu'on a créée pour la Biennale de Venise en 2020, en plein Covid. L'idée, c'était de faire une pièce en temps réel dans le théâtre de la Comédie de Genève qu'on avait modélisé pour une autre occasion. Et là, on s'est un petit peu compliqué la vie puisque donc on est en temps réel. Les personnages que vous voyez, ces trucs-là, c'est les vraies personnes en fait qui regardent la pièce. Et on s'est un petit peu compliqué la vie parce qu'on avait une danseuse à Bangalore, une danseuse à Melbourne et 3 danseurs à Genève. Donc c'est un espèce de parcours à travers ce théâtre et puis ensuite ça s'ouvre et puis il passe à travers ce grand jardin. On a eu parfois 13 ou 14 nationalités différentes, 30 à 40 personnes. Virtual Crossing, c'est un projet collaboratif qu'on a fait aussi en plein Covid avec une équipe à Buenos Aires. Et là, c'était un petit peu les bases. C'est ça qui nous a permis de développer la pièce qui s'appelle Cosmogonie, qui est une pièce qu'on diffuse maintenant beaucoup dans le monde à partir de notre studio. Donc on s'est vraiment intéressé à la question du temps réel, à la diffusion en temps réel grâce à la capture de mouvement. Et on s'intéresse à ce que j'appelle les territoires digitaux, qui sont en fait des nouveaux territoires chorégraphiques pour l'exploration en fait. Et on peut maintenant intégrer l'espace 3D, ce qui est quand même relativement récent. Donc on pense que le mouvement vit sa révolution digitale en ce moment. Ça, c'est une pièce en réalité augmentée, une pièce permanente qui est visible à Lausanne. Et puis ça, c'est une app qu'on a fait pour Sundance en 2020 aussi, juste avant le Covid. Et vous pouvez, si ça vous amuse, vous pouvez la télécharger, elle est gratuite sur l'App Store et il y a aussi une version Android. Et puis ça, c'est Cosmogonie, qui est notre projet actuel qu'on diffuse dans le monde depuis le studio. On a déjà fait à peu près une quarantaine de représentations dans une quinzaine de villes. On était à Paris à Paris depuis Genève la semaine passée. Et puis on a même eu des dates à Los Angeles. On a encore une la semaine prochaine. Avec juste le petit problème, c'est que 7 heures du soir à Los Angeles et 4 heures du matin à Genève. Donc c'est des nouvelles habitudes aussi qu'on doit prendre, une nouvelle réalité pour la diffusion, pour une compagnie de danse comme la nôtre qui diffuse beaucoup. C'est-à-dire qu'on appelle ça #Tour Without Traveling, c'est-à-dire qu'on ne voyage plus en fait. Là on voit, c'était la première à Singapour dans un théâtre. À l'origine, ça devait être sur un bâtiment à l'extérieur, mais bon, le Covid est passé encore une fois par là et nous a mis dans un théâtre. Ça, c'est Tamara Shogaulu, qui est une réalisatrice américaine qu'on a rencontrée dans les sessions de pitch l'année dernière et qui avait des questions autour de la capture de mouvement. Et j'ai dit, bah, écoute, nous, on a un studio de capture, viens au studio.
Et puis elle est venue, elle a réalisé en fait sa capture pour son projet qui s'appelle Anouchka. Et ça, c'est aussi Virtual Crossing, un projet collaboratif qu'on a fait à Genève, au Plaza, qui est un cinéma qui est en cours de rénovation. Et puis, c'est la première fois qu'on se mettait vraiment en scène avec la capture de mouvement en temps réel et les danseurs sur scène devant le public. Là, on me voit par exemple manipuler une caméra virtuelle. Donc, on a développé toutes sortes de systèmes pour le temps réel, notamment par exemple, on a des clics qui nous permettent de créer des petites boucles qu'on ajoute. Donc, avec 3 danseurs, on peut multiplier les danseurs. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte de notre travail. Et on continue à s'intéresser de travailler de cette manière, c'est-à-dire d'utiliser le temps réel, mais aussi dans les moments de création aussi. Donc, par exemple, dans une pièce comme Sunset Motel, on le verra tout à l'heure, on cherche à faire des scènes assez longues et le plus en temps réel possible. Le gros avantage qu'on a aussi avec notre studio, c'est qu'on n'a plus de limites en termes de capture de mouvement. Donc, on peut accéder au studio à n'importe quel moment, on peut refaire. Et puis, Susanna vous expliquera plus tard comment on travaille et comment... en comprenant notre dispositif et nos avatars, on arrive à éviter au maximum tout ce qui est nettoyage de données, ou en tout cas de simplifier le pipeline et d'être sûr que la capture de mouvement est de qualité et qu'elle ne va pas poser des problèmes d'intégration par la suite. Et d'ailleurs, c'est Susanna principalement qui se charge de l'intégration des mouvements dans Unity. On travaille sous Unity. Et ça, c'est aussi tout à fait particulier. Une artiste chorégraphique qui ensuite se met de l'autre côté et qui arrive à intégrer du mouvement à l'intérieur d'un espace 3D. Et ça, c'est vraiment une chose c'est un avantage, on va dire, qu'on a dans notre pipeline. Et là, maintenant, j'ai passé la parole à Thomas, qui va nous parler un petit peu de comment il a découvert notre travail. Et on voit ici sa technique de carte à gratter. Thomas. Hola. Voilà, la carte à gratter, je pense il y a plein de gens entre vous qui le connaissent. En fait, c'est juste un carton avec une couche noire sur une couche blanche. Donc, avec le cutter, j'enlève la couche noire. Je fais des petits traits blancs sur du noir. Et en fait, c'est aussi mon rôle dans le projet. En fait, je suis venu pour donner un peu du noir dans le monde coloré de Gilles Jobin. J'amène un côté très, très dark. Je suis très, très content, en fait, que ce projet se fait. Et puis, assez vite, en fait, depuis le début, je sentais que ça change de beaucoup de propositions qu'on m'a fait. Déjà pendant un moment, les gens qui disent « ouais, avec l'ordinateur, on peut très bien faire une animation avec tes dessins et tout ça ». Et moi, je me doutais tout le temps, en fait, je me doute toujours, en fait, l'animation classique, moi, je vois les dessins vraiment que animés par du grattage sur film ou sur papier. Mais là, avec cette technique, surtout avec ce qui a réussi à faire Tristan, ça m'a vraiment intéressé. Et puis là, entre-temps, je suis bien rentré dedans. Donc voilà, ce que vous avez vu avant, c'était trop vite là. Tu peux reculer? Voilà. En fait, ça, c'est des extraits de bandes dessinées que je fais. En fait, je raconte des histoires toujours noir et blanc, toujours sans parole. C'est comme des petits storyboards, des histoires qui se lient seulement par les images. Ce qui est aussi justement l'idée dans notre projet, c'est qu'il n'y aura pas de parole, il y aura juste des mouvements à observer, des gens qui bougent, qui ont des contacts, qui racontent des histoires entre eux. Donc là, j'ai choisi quelques images pour vous montrer que les hôtels, cette côté un peu américaine, la pampa et tout ça, ça m'a déjà beaucoup intéressé dans mes histoires personnelles, la bande dessinée. Donc là aussi, je trouve que c'est toujours très intéressant de ne pas trop s'éloigner avec un nouveau projet. En fait, moi j'aime bien rester toujours un peu de ce que j'aime faire le plus. De toute façon, le travail, il faut que ça fait plaisir. Hein. On n'est pas là pour travailler pour l'argent, on travaille pour le plaisir. Et puis, donc là, je trouve ça, c'est un super match, quoi, en fait. Comment on dit ça match, ça mouche, mucho.
Voilà. Et là, on voit justement une image de Sunset Motel, donc en 3D. Donc, je trouve que c'est intéressant de comparer. Ouais, ça s'approche. Ouais. En fait, là, depuis le début, je travaille avec Tristan vraiment sur les questions de gratinage, en fait, comment on fait cette structure, qu'est-ce qui se passe si on s'approche d'un personnage, les traits deviennent plus grands, quand on s'éloigne, ça devient plus flou. Mais là, je pense qu'on va arriver à trouver vraiment un intermédiaire pour que ça marche. C'est surtout, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il faut éteindre les lumières, il faut surtout laisser les choses beaucoup dans le noir pour que ça devienne noir, ce qui est important. Donc là, c'est juste quelques photos pour vous montrer comment on a commencé un peu à faire l'idée, en fait, de l'architecture de l'hôtel, qui est l'idée principale, un hôtel dans la Pampa où il y a des gens un peu paumés qui louent des chambres, qui pensent de pouvoir partir bientôt, mais finalement, peut-être il reste une éternité, on ne sait pas. Donc, l'idée, c'était justement d'avoir plein de différentes, en fait, là, je pense qu'on a 9 différents personnages qui sont assez, divertissants, comme on dit, divers. Excusez-moi mon français, hein, c'est. Ouais, pardon. Ouais, ok, ça va. Donc là, vous voyez un peu les personnages qu'on a décidé qu'on va les réaliser. Là, je ne peux pas vous expliquer tout sur chaque personnage, mais ils ont des backstories. On appelle ça des backstories. Ça veut dire qu'il faut vraiment savoir d'où il vient, qu'est-ce que c'est leur caractère, leurs idées, qu'est-ce qu'ils foutent dans cet hôtel et qui est ami avec qui se déteste, par exemple, la Howard, première idée qu'on a, c'est qu'il apporte des petites enveloppes à différentes gens dans l'hôtel. Par exemple, à Jeff. Jeff, c'est un mec, là, il flotte un peu, mais normalement, il est dans une chaise roulante. C'est un ancien soldat qui a perdu ses jambes dans la guerre et puis qui se drogue. Donc, c'est Howard qui lui apporte dans cette petite enveloppe le matériel. Donc, ça, en fait, là, il faut dire que, comme je viens d'une côté très... comment on dit, je veux toujours raconter des histoires, il y a toujours un plot et tout ça. On s'est vraiment penché sur des scénarios assez précis, avec les backstories, pour avoir vraiment une espèce de système assez clair, aussi pour les danseurs, pour qu'ils sachent comment ils sont, comment ils réagissent, peut-être aussi même comment ils bougent et tout ça. Et puis... en même temps, je pense qu'avec cette structure, on peut s'éloigner de plus en plus de vouloir vraiment raconter des choses importantes. En fait, moi, je pense que c'est l'ambiance dans cet hôtel qui va vraiment tenir quasiment toute l'histoire. En fait, il faut que ça soit glauque. Hein. Ça peut être drôle aussi, mais de temps en temps. Oui, puis peut-être comme sur les backstories, on a par exemple Angie et Belle qui sont des sœurs jumelles. Il y en a une qui est plutôt vive et réveillée, puis l'autre, Belle, qui est un peu dépressive et pas bien dans sa peau. Angie, elle a probablement une relation avec Gary aussi. Ah oui, il y a des histoires d'amour aussi. Hein. Voilà, il y a Alex qui est un personnage comme ça un peu entre les genres et qui accompagne aussi Jeff qui s'en occupe un petit peu. On a Mickey qui est une boxeuse professionnelle qui peut-être est impliquée dans des matchs un peu truqués ou un peu louches. Le premier personnage qu'on a développé, c'est Gas, qui en fait est un personnage d'un film que je faisais avec Claude Luyet. C'est donc un personnage d'une autre histoire, d'un autre projet. C'est un film d'animation, Lucky Man, de Claude Luyet. Et puis il y a ce personnage-là, c'est un mec un peu bizarre qui a justement une station de gaz, qui est revenu maintenant dans ce projet. Je trouve ça aussi
très drôle de pouvoir prendre des personnages, de les déplacer, et puis de les mettre dans un autre contexte. Excuse-moi Claude, je voulais pas voler ton personnage. Mais je l'ai fait. Bunny, c'est la mère de Howard. Et Howard, il est un petit peu simplet, en fait. Il aime bien les papillons de nuit. Il collectionne et il attrape les papillons de nuit. Et puis Bunny, c'est sa mère. Mais en fait, on pense que c'est Howard le dealer, mais c'est elle, finalement. C'est elle, la dealeuse. Elle l'envoie faire ses sombres besognes. Oui, en fait, on pourrait vous raconter toute une soirée les histoires de vie de chaque personnage, mais on ne va pas aller si loin. Et c'est pour ça que maintenant, on va passer la parole à Tristan. Et là, on va rentrer un petit peu plus, disons, dans la fabrication, parce qu'il y avait vraiment des vrais challenges en termes de graphique. Comme le disait Thomas, c'est le fait de travailler en noir et blanc. Donc ça, c'était vraiment quelque chose aussi particulièrement intéressant pour nous. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment eu une vision, en fait, quand on a vu le travail de Thomas avec Tristan, on s'est dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire. On s'est vu, autant moins en termes de mouvement que Tristan au niveau graphique, dans cet univers 3D. Donc, à toi, Tristan. Je veux juste rajouter que ces images qu'on voit là, c'est pas du Thomas Hoth, c'est du Tristan, original. Justement, par rapport à ça, dès que j'ai vu un peu le travail de Thomas, j'ai trouvé ça fantastique. Je connaissais pas, en fait, avant. Et bon, mieux tard que jamais. Et du coup, on a pas mal parlé de comment est-ce qu'il travaillait, comment est-ce qu'il mettait les choses en lumière, parce que c'est toujours ça, c'est du noir vers la lumière. Et en m'expliquant un petit peu la technique, j'ai commencé moi aussi en numérique à essayer de comprendre, à essayer de faire, de me rapprocher pour comprendre l'intention. Donc là, c'est justement 2 tests numériques, tablette classique avec une triche qui est une photo en dessous. Ça m'a fait gagner du temps. Et commencer à me mettre à la carte à gratter pour vraiment être dedans et puis comprendre cette logique pour après arriver à le retranscrire de manière juste en 3D. On avait beaucoup de questions et de challenges. Déjà se dire, on est en noir et blanc, c'est cool, mais est-ce que ça marche? Puisque c'est un projet VR. Les casques VR ont des écrans qui ne sont pas d'une définition dingue. Qu'est-ce que ça donne? Le côté moirage, quand on se déplace, est-ce que ça va vibrer? Est-ce que ça va être des nuances de gris? Donc il y a toutes ces questions. On a commencé à mettre des choses en place. Donc là, c'est une projection à partir du livre, justement, Route 66, en 3D. On ne s'est pas la tête dedans, on a vu que ça avait sens. Puis il y avait la question des objets animés. Donc les objets animés, comment est-ce qu'on va arriver, vu qu'on ne veut pas que le trait vibre, comment est-ce qu'on va arriver à justement montrer la lumière comme ces histoires de couches. Donc c'est là où Pierre Igor est intervenu. Donc on a pas mal parlé, et c'est ce prototype de shader où il y a la zone sombre, moyenne et éclairée. Et en fait, on va comme ça éclairer l'objet automatiquement dans Unity, puisqu'on est aussi en temps réel, voilà, VR, ainsi de suite. Une fois qu'on était un petit peu convaincu de ces premiers tests, on s'est dit, OK, en fait, maintenant, il suffit qu'on y va et qu'on produise des choses. J'avais sculpté et fait le crâne en grattant, et on s'est rendu compte que ça ressemblait, mais c'était pas du Thomas Hoth. Et du coup, Thomas va devoir se mettre au numérique, chose qu'il n'a pas encore fait. Donc on a passé plusieurs semaines donc, entre Zurich et Genève ensemble. Donc d'un côté Thomas qui grattait en numérique, de l'autre moi qui faisait le sculpte, et on faisait des ping-pong entre les concepts de personnages, lui qui avait besoin d'un coup de main. Et au fur et à mesure qu'on avançait, Thomas était de plus en plus autonome. Donc il faut savoir que lui utilisait Photoshop juste pour les coups de niveau. Donc de faire toutes ces calques, ces couches. C'était je pense, aussi intéressant pour toi. Ouais. La petite... on travaille en général de nuit, parce que c'est le rythme de Thomas. Et je me souviens d'une fois où justement, maintenant qu'il était autonome, il travaillait tout seul, sans même que je sois là. Et il m'avait appelé assez tard pour que je débloque sur un petit problème technique. Ouais, si par exemple j'ai touché un bouton et tout a changé, alors je pouvais plus faire rien. En fait, moi jamais je touche un ordinateur si c'est juste pour envoyer un mail ou voilà, faire un peu du Photoshop, mais là vraiment on m'a forcé quoi. Donc heureusement il y a Tristan le docteur, Tris the Wiz,
Puis à la fin, tu étais autonome, hein, parce qu'on a débloqué la situation et puis j'ai pu retourner à mes activités. Oui, et je pense que ce que c'est intéressant de dire aussi, c'est qu'il y a eu ces hésitations, justement, savoir qui allait faire le grattage. D'abord, on était parti sur l'idée que Thomas ferait que les têtes et pas les corps, mais finalement, il était décidé qu'il faisait le grattage de chaque tête et de chaque corps. Là, on a un personnage qui était gratté en entier, vous allez voir tout à l'heure, c'est NG. Pour les autres, on n'a que les têtes qui sont terminées. Et ça implique effectivement 3 couches, hein, puisqu'il y a 3 niveaux de grattage différents. Là, justement, je vous montre directement du coup le test et puis la logique. Donc là, on a le sculpte, le premier layer qui est gratté, le second. Et en fait, en addition, on rajoute du coup le layer par-dessus. Et à chaque fois, c'est l'addition, de l'addition, de l'addition. Et là, le premier test avec la lumière qui bouge, puisque du coup, là, ce qu'on voyait, c'était vraiment toutes les couches, enfin, complètement éclairé. Et là, du coup, avec la lumière, comment ça réagit. Donc, on voit vraiment la nuance entre le noir et puis le trait, et qui devient de plus en plus épais, enfin pas épais, mais du coup de plus en plus dense, jusqu'à la lumière, qui est vraiment cette caractéristique du travail de Thomas. C'est exactement comme ça, je gratte sur le carton, en fait. Je commence par une légère couche et je rajoute. Donc, c'est le même système, sauf que c'est en 3D. Oui, parce que c'est assez intéressant comme technique, puisque c'est une technique qui va vers la lumière. C'est-à-dire que plus il dessine, et plus il met de blanc dans son dessin. Donc c'est un espèce de travail presque à l'envers. Donc il y a quelque chose d'assez fascinant aussi en termes de résultats, mais même de processus. Donc une fois qu'on savait un petit peu comment faire les personnages, il y avait la question du décor qui se posait. Faut savoir qu'on est dans justement un casque VR. Nous, on vise plutôt ce qui est low-tech, c'est-à-dire casque Oculus 2. Bien sûr, quand le projet sera sorti, il y aura peut-être d'autres possibilités, mais pour le moment, on préfère réduire, et puis après, du coup, rajouter sur d'autres contraintes techniques qu'on aura. Et la question, c'est que là, on fait des textures, mais on ne va pas texturer comme ça chaque objet. On s'était dit, peut-être faire des textures sur des logiciels comme Substance, Painter, ou ce genre de choses. Et le problème, c'est que dès qu'on va se rapprocher, la définition, elle risque d'être baveuse. On n'aura pas le vrai... On n'est pas en cinéma, on ne contrôle pas le cadre. Alors du coup, il faut quand même que la définition soit homogène et que voilà, que la définition soit homogène. Donc au lieu de penser la chose en disant je vais faire toutes les textures de manière classique avec des logiciels et puis charger les textures, je me dis mais en fait tant qu'à faire, pourquoi je ne fais pas ce système-là de génération de textures directement dans Unity. Donc là j'explique un petit peu, donc, on réutilise le principe de Pierre Igor avec ses histoires de couches, sauf que je génère directement dans le moteur les couches dont j'ai besoin. Donc là c'est l'exemple du canapé. Je me suis rendu compte que réellement, ce que j'avais besoin de l'occlusion map et la curvature, et qu'avec ces deux éléments, je pouvais du coup avoir le rendu du canapé avec du coup des choses qui sont très optimisées, très légères. Donc là, on est en noir et blanc, donc j'utilise aussi différents canaux de texture. Donc avec juste le rouge et puis le vert, j'ai déjà 2 informations. J'ai encore d'autres canaux, parce que là, c'est le travail qui a été fait pour le moment, et tous les objets sont blancs, sont monochromes. Après, il y aura du coup des nuances de teintes, il y aura du coup aussi des textures custom que Thomas fera pour rajouter un petit peu plus de vie, puis qu'on n'ait pas ce côté standard. Donc Thomas a gratté des textures directement pas en numérique, qu'on a scanné, qu'on a fait tiler. C'est une carte à gratter, ça. Oui, c'est ça, c'est de la carte à gratter. Scanner. Et c'est ces textures-là, en fait, qui sont de très bonne définition, que j'ai utilisées et qui vont être du coup remis dans mes objets, qui ont les informations directement dedans. Le fait d'utiliser cette technique, ça me permet de tout pouvoir contrôler. Donc, je vais pouvoir contrôler la taille du trait, l'implication de l'occlusion, de la curvature. Donc, la curvature, c'est les rebords, en fait. C'est ce qui permet d'avoir ce côté un peu plus dessiné sur les rebords des objets. Et en fait, vu que ces informations-là, elles ne sont pas nécessairement très précises, vu que j'ai déjà le dessin précis de Thomas et puis ce système-là, ça me permet d'avoir, donc là, pour toute la chambre, j'ai 3 textures d'informations d'objets et une texture en 512. Donc j'ai très peu de chargement, c'est très optimisé. Donc là, c'est justement une petite vidéo
qui met un petit peu en mouvement un peu tout ce que j'ai dit avant, avec les premiers tests d'objets, de voir comment ça se déplaçait. Donc le fameux Pierre-Igor. On avait tout ce problème aussi entre les différents niveaux, comment est-ce qu'on blend, est-ce que du coup les choses elles sont sharp ou pas. On est encore en train de travailler dessus, puisque du coup il y a quand même un léger gris qui se crée. Et là c'est le test, on a fait un premier test vert avec gaz qui tourne autour de nous pour voir comment ça donnait. C'est le premier prototypage du coup parce que je passais quand même par Substance pour comprendre comment je pouvais faire ça avant de le faire dans Unity, pour vraiment à chaque fois ça fonctionne, ça fonctionne pas, les sculptes des différents personnages. Et là du coup tous les calques que fait directement Thomas. Donc là, on a la scène Unity avec donc tout réagit à la lumière. Là, tout est en temps réel. J'ai rien béqué. C'est pas encore optimisé d'un point de vue lighting. Le lighting, il est juste posé rapidement. Il y a encore beaucoup de travail à faire autour de ça. Mais on retrouve exactement ce niveau-là qu'on va pouvoir même recontraster pour avoir quelque chose de un peu plus viscéral. Et voilà, ça c'est le résultat de cette première étape de recherche. Il y a encore beaucoup de choses à affiner, mais on est assez content de la direction que ça prend. Et puis ça c'est vraiment venu, j'ai un doute, je teste, c'est la bonne direction. Ça marche bien, ok, j'y vais. Ça, c'est pas intéressant, on abandonne. Il y a eu beaucoup de jeux, enfin, on n'a pas eu peur à jeter des choses pour pouvoir vraiment choisir ce qui nous paraissait logique, et ce que Thomas aussi. Je reviens aussi avec cette histoire d'optimisation avant de laisser la parole à Susanna. C'était très important que le projet soit très léger, parce que c'est beaucoup plus d'espace pour le son, pour la danse. On est comme une compagnie de danse, même si la partie visuelle c'est la partie visuelle et la partie de la mise en mouvement qui va être très important sur ce projet, mais il ne faut pas que du coup que les contraintes techniques nous bloquent des possibilités pour le mouvement, pour le son, pour ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'on a vraiment insisté sur cette partie en début de production, qui je pense est logique pour ne pas après devoir faire des choix artistiques, enfin des choix techniques par rapport enfin enlever des choses artistiques par rapport à des problèmes techniques. Voilà, je vais y arriver. Voilà, hello. Moi, je suis danseuse. J'ai travaillé dans la compagnie de Gilles depuis 2005, plutôt sur scène, avec des spectacles de danse, enfin sur scène, à l'extérieur, ou wherever. Donc, ma spécialité, c'est la 3D, c'est les mouvements du corps en 3D. Et maintenant, depuis qu'on a commencé à travailler dans le digital, j'ai fait beaucoup les ponts entre la technologie, la technique et le côté artistique. Donc, normalement, je travaille beaucoup à côté de Gilles. On fait les castings pour les interprètes, et je l'assiste beaucoup pour la chorégraphie, pour adapter aussi les idées de Thomas dans son scénario, et les convertir, faut les traduire dans le corps des danseurs. Après aussi, je suis beaucoup en lien avec les techniciens de mocap, qui n'est pas là, c'est Pedro. On doit construire tout un système de planning pour qu'on puisse travailler tous correctement, et les danseurs et la partie technique, parce qu'on ne travaille pas dans le même timing pour faire les choses ou pour sortir les choses. Et avec Tristan, beaucoup aussi, par rapport au corps, ou tester tous les avatars, comme ils bougent, comment, enfin, tous les skinning, les rigging, all this nightmare. Donc, cauchemar. Et une fois que les danseurs arrivent dans le studio, là, on a fait des tests pendant 3 semaines. On a eu 5 danseurs pour faire les premiers tests et enregistrer des scènes
une fois qu'ils sont là, moi, je m'occupe de les équiper, de les expliquer, de coacher un peu comment on sait s'il y a des danseurs qui n'ont jamais fait de la capture de mouvement, les accompagner un petit peu, les donner d'autres instructions. Et puis après, ça commence. Donc là, vous voyez des images, par exemple, ça, c'est le premier jour. Le premier jour, la première chose que les danseurs on va faire, c'est de s'approcher à le corps digital. Donc, étudier l'avatar, comment il bouge, c'est quelle forme de corps il a, c'est quel volume, quel est le poids que tu dois mettre dans les mouvements. Est-ce qu'il est ancien, un vieil ou un jeune, ou elle a des talons ou pas. Elle est un géant, elle est très grand, ou elle est à ta taille. Et aussi, cette pièce, Sunset, il a beaucoup d'objets dans l'espace. Il a été très, très important pour nous parce que tout se passe à l'intérieur de cette chambre qu'on a construit un peu en carton, enfin, comme on pouvait, parce qu'on ne peut pas non plus faire beaucoup d'occlusion avec les caméras. Donc, tout est un peu... on a construit des petits traits de murs pour que ça soit transparent, exactement. Pardon. Et du coup, on a commencé à travailler les scènes que Thomas il nous a menées. Et voilà, on est un peu dans les premières recherches parce que c'est quand même un travail très spécifique. Les caractères, ils sont très, très caractérisés quand même. Mais nous, on n'utilise ni l'expression du visage, mais ils sont très expressifs déjà, ni les paroles. Les paroles, ça va parce que les danseurs ont l'habitude de transmettre avec le corps toutes les expressions, avec les gestes et tout ça. Mais dans ces cas-là, comme on ne danse pas dans une pièce très abstraite, c'est très narratif. On doit vraiment mesurer jusqu'où on va avec les gestes, pour que ça ne devienne pas trop ultra mimique, genre... Mais vraiment, vraiment très juste avec quel type de geste, c'est quoi l'énergie que tu mets dans chaque mouvement pour que tu comprends, pour que ça traverse la capture aussi. Et parce que n'importe quel petit angle de tête tu prends, ça peut changer tout dans les scènes. Ça donne totalement un autre meaning, une signification différente. On a aussi, tu vois, on a commencé à apporter des prothèses aussi. Ça, c'est nouveau pour nous. Pour, les petits cartons sur les côtés, c'est ça? Dans le corps. Comme ça, on essaye de ne pas traverser les corps quand on danse et tout ça. Oui, parce que les personnages n'ont pas forcément les mêmes proportions que les interprètes. Donc les filles ont les hanches beaucoup plus larges que Susanna, par exemple. Oui. Du coup, pour finir, après, j'ai fait aussi l'intégration sur Unity de tout ça. Et ça, c'est un truc que j'adore parce que ça me permet vraiment d'aller jusqu'à la fin de la chorégraphie, en fait. Et comme je connais ce qui s'est passé sur scène, j'étais là, je connais tous les mouvements et tout ce qui s'est passé. Ou quand je rentre dans l'hôtel virtuel et je place tous les danseurs et toutes les animations et tout ça, je peux jouer avec les transitions, je fais le blending entre les différents mouvements qu'on a enregistrés. Enfin, c'est assez... c'est une continuaison le côté chorégraphique. Est-ce que tu rêves déjà d'être une de ces personnages? Mais je rêve. T'as eu des cauchemars? Non, pas des cauchemars quand même. Parce que je les trouve trop rigolos. Enfin, on a un côté très drôle. Mais dur en même temps. Donc c'est vrai que à quelque part, quand Thomas nous écrit une histoire, et là dans la période de développement, il faisait ça le soir ou la nuit, et puis on recevait la petite histoire en fait de la scène le matin, et ce qui est très très bien. Au début, c'est vrai que je parlais d'adaptation, mais en fait, je me suis rendu compte que c'est une traduction. C'est pas adapter son histoire, c'est la traduire dans un autre langage qui est le langage chorégraphique. Parce que le langage chorégraphique, il est signifiant, mais il n'est pas narratif.
Et c'est-à-dire qu'on peut suggérer des idées sans les souligner et sans l'apport du texte. Et aussi une chose qui était très importante pour nous, c'était de ne pas tomber dans quelque chose qui a à voir avec le mime ou le borborithme ou faire des espèces de des choses comme ça. Donc on veut vraiment rester dans une situation où on arrive dans une pièce, on voit des gens et on comprend ce qui se passe. Donc c'est quand même assez limitant. Par rapport à des histoires qui sont parfois assez détaillées. Donc on doit trouver en fait avec Thomas une manière en tant que co-auteur, si on veut, c'est le scénariste principal, mais moi je fais justement cette traduction avec Susanna, de trouver justement ce langage entre nous pour se comprendre et arriver. Lui il doit simplifier d'un côté et nous on doit préciser de l'autre. Donc on s'est vraiment attaché à trouver cette manière de traduire et de créer l'ambiance et ne pas préécrire en fait. Donc c'est vraiment c'est les conditions de travail, je profite de changer de slide, c'est vraiment les conditions de travail qui nous permettent d'être beaucoup plus souple, disons, et de ne pas se forcer à préécrire quelque chose de manière théorique. Donc on n'a pas mis beaucoup d'accent sur l'écriture pure, comme on l'entend souvent dans le cinéma ou même en VR. On a vraiment cherché à trouver le langage pour ensuite mettre en place des choses. Donc maintenant on a une phase, la phase qui nous attend directement, c'est une phase d'écriture. Je pense qu'on doit passer un peu de temps ensemble avec Thomas vraiment purement sur l'écriture, pour ne pas être perturbé par toutes ces questions dans le studio et de capteurs de mouvement. Et une fois qu'on aura écrit, on sera vraiment prêt pour la réalisation. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait ici, il n'y a rien qui est définitif. C'est vraiment des essais, des mises en condition. Et on a fait quand même pas mal de scènes et on passera à la fin une vidéo. Et je voulais montrer ces images parce que je trouve qu'elles sont... c'est-à-dire que ça montre bien un peu notre système de travail. C'est-à-dire que le fait d'avoir notre propre studio de capteur de mouvement, ça nous permet de prendre le temps de passer une après-midi à équiper Thomas et Tristan pour qu'ils puissent vivre en fait de l'intérieur le mouvement de leur personnage. Mais c'est aussi, donc c'est fascinant j'imagine et amusant pour eux, mais c'est aussi une manière pour eux de mieux comprendre le travail des interprètes. Et je pense que peut-être en dire un mot Thomas, mais je pense qu'à la sortie de cette session, ils ont compris en fait la valeur de nos capacités de traduction. Ouais, moi, j'ai toujours cru que je suis un très bon danseur, mais non, mais c'est vrai que si on regarde les autres bouger, on s'est dit ouais, moi je ferais comme ça, un peu moins extrême et tout. Dès qu'on est dans un corps et on se voit bouger, on commence à je sais pas, on est entre deux chaises quoi. On sait pas. Est-ce que je suis la personne là ou est-ce que je suis moi? Et puis, donc c'est beaucoup de respect pour les danseurs. Et là. on n'a pas évidemment les signes que Thomas peut mettre dans ses bandes dessinées. C'est-à-dire qu'il peut faire un cadre sur une Bible ou je sais pas, un détail qui va donner du sens. On est en VR. Donc ça veut dire que les spectateurs choisissent qu'est-ce qu'ils vont regarder, est-ce qu'ils vont s'approcher, est-ce qu'ils vont regarder de l'extérieur. Donc c'est aussi un autre langage qui ressemble plus au langage scénique, puisque sur scène, vous pouvez décider de regarder de l'autre côté de la scène et pas forcément nous regarder nous. Donc vous avez le choix en tant que spectateur. En VR, c'est encore plus comme une installation, presque comme une visite d'un musée, en fait, où vous décidez combien de temps vous passez à quel endroit. Donc on a on va dire les tips and tricks de Thomas, il les a plus vraiment. Donc c'est là où nous, on doit intervenir pour dire, on va signifier. Donc on sait encore que par exemple dans les chambres que vous allez voir, là on va vous montrer des images, les chambres sont, alors il n'y a pas la lumière, c'est encore très brut, et puis c'est très propre, on a l'impression que c'est un hôtel qui est tout neuf, parce qu'il n'y a pas le travail de justement lui donner un peu la patine du temps, il n'y a pas les objets qui vont donner justement des signes qu'on comprenne mieux dans la chambre de Jeff, peut-être il y aura des éléments qui nous donneront des indications sur le fait que c'est un vétéran, et puis qu'on verra peut-être des images de ses camarades soldats, enfin on va ajouter tous ces éléments, disons, pour créer du sens. Mais pour nous, en tant qu'artistes du mouvement, c'était vraiment d'abord essayer de trouver ce langage et cette tonalité, puisqu'on ne peut pas tout raconter. On peut raconter, il y a certaines choses qui sont compréhensibles et d'autres qui le sont moins. Alors, voilà, vas-y. Ouais. Il y a juste aussi un problème encore, un problème, c'est quelque chose qu'on veut bien résoudre aussi, c'est la question pourquoi on est invité à cet hôtel comme spectateur. Ça veut dire on n'a pas encore bien trouvé la raison pourquoi on peut voir tout ça, qu'est-ce qu'on fait si on est spectateur,
comment on est suivi par les mouvements, comment on sait, par exemple, qu'on doit maintenant passer d'une chambre à l'autre. Ça, c'est plein de petites choses. C'est hyper intéressant de trouver. Mais là, voilà, on se concentre sur plein de trucs. Et puis, chaque soir, on se dit, ouais, mais il faut absolument trouver une solution pour ça. Mais on n'a pas encore trouvé. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup résisté par rapport à l'écriture de scénario ou à la véritable raison, parce que je savais qu'une fois qu'on mettrait les mains dans le moteur, en fait, tout ce qu'on pensait, ça vaudrait plus, et qu'on prendrait la logique, en fait, qui se déroulerait dans le fil du travail en studio, parce que c'est aussi comme ça qu'on crée, nous, en danse contemporaine. C'est-à-dire qu'un chorégraphe, c'est un auteur, hein, c'est pas un metteur en scène qui fait un Shakespeare. On part du vide et on doit commencer à partir de rien du tout et tout créer, tout inventer. Donc les danseurs et les interprètes sont participatifs de la création. Ils sont partie intégrante du moment créatif. C'est pour ça qu'on passe souvent 3 à 4 mois en studio pour une création de danse contemporaine d'une 50aine de minutes. Donc voilà, il fallait trouver, en fait, c'est vraiment une question de langage, de traduction. Et d'ambiance. Donc on pense qu'on a rempli notre mission en termes de développement, on pense qu'on a les éléments, disons, on comprend, on sait sur quoi il faut travailler, aussi bien techniquement, aussi bien en termes de capture de mouvement et sur notre manière de fonctionner très temps réel. Donc voilà, je pense que le mieux c'est de passer quelques images, mais n'hésitez pas à faire des commentaires. Je rajoutais quelque chose justement sur la partie temps réel que tu as dit. C'est ça aussi, nous on travaille directement avec Unity ouvert, avec la capture en direct pour voir le résultat, et à partir de là on ajuste. Donc c'est très important, c'est comme tu dis, cette manière on travaille, on voit ça donne, on réajuste. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que moi aussi j'insiste, d'avoir quand même une ambiance. C'est-à-dire que je dis, tant qu'à faire, mettez-nous quelque chose qui ressemble. Donc c'est vrai qu'on peut penser qu'on perd un petit peu de temps en fabriquant une espèce de maquette d'ambiance, mais non, parce qu'en fait, ça nous met tous dans le ton juste. Donc là, on a quelques scènes. Donc, Belle qui est en train de danser. Donc, c'est le seul personnage qu'on a qui est gratté intégralement par Thomas. Et sa sœur, Angie, elle a que son visage. Donc, comme le disait Tristan, la lumière n'est pas la vraie lumière. Tout ça, on est encore dans une version maquette. C'est la lumière générale, en fait. C'est pour qu'on peut tout voir. Mais après, en fait, l'idée, c'est quand même... en fait, dans mes dessins aussi, dans mes BD, c'est toujours lumière très, très film. En plus, film noir. Donc, très peu de lumière, avec même des sources de lumière pas logiques. Des petites lampes qui sont en dessous et tout ça pour aussi donner une espèce d'expression. Donc là, c'est vraiment... en fait, ça montre déjà pas mal ce que ça peut donner, mais je pense que ça aura beaucoup plus d'atmosphère avec une lumière bien placée. Et ça, typiquement, c'est une scène où il nous semble qu'elle est compréhensible, dans le sens que c'est deux sœurs, donc elles se connaissent, elles n'ont pas besoin de se parler, elles se chamaillent, elles même se frappent les unes les autres. Et il nous semble que cette scène est relativement compréhensible. En capture de mouvement, tout ce qui est contact entre les personnages peut poser des difficultés, et donc il y a de la réanimation à faire derrière. Donc là, on est dans du brut. On a des données qui ont été nettoyées relativement rapidement, donc à la sortie de la capture de mouvement. Et puis ensuite, une intégration qui est faite par Susanna aussi relativement rapidement, c'est-à-dire qu'on ne va pas réanimer. Vous voyez que les mains, ça part dans tous les sens. Donc ce travail sur les mains n'a pas été fait. On a des questions aussi autour de l'animation des visages. Est-ce qu'on va animer ou pas? Alors, au début, on pensait que oui, et plus on en parle avec Thomas, et plus on pense que c'est pas forcément nécessaire. On craint, Thomas a toujours raison de bien parler du réalisme, donc plus on va vers le réalisme, et à quelque part moins ça fonctionne. Donc, ce uncanny valley effet. C'est important que ça reste quelque chose d'expressif. On le croit beaucoup plus à des petits poupées marionnettes en bois que si on s'approche à une réalité qui reste toujours un peu faux. Alors, en fait, j'aime toujours cette, comment on dit, comparer avec des marionnettes.
qui n'ont pas d'expression, qui sont en bois, mais qu'on croit, quand ils bougent bien, on leur croit ce qu'ils ressentent. On comprend. Et d'ailleurs, ça arrive qu'on compare la capture de mouvement au travail sur la marionnette, parce qu'une marionnette, elle ne peut pas rester immobile. Dès qu'elle reste immobile, elle est morte. Et nos avatars, c'est pareil. Dès qu'ils arrêtent de bouger, on a l'impression qu'ils sont figés dans l'espace. Et j'ai rencontré aussi ce qu'ils appellent des action actors, des acteurs d'action en fait, qui travaillent beaucoup dans les films aux États-Unis, à Los Angeles, sur ce qui est jeux vidéo, enfin tous les films, ce genre. Et ils enseignent ces techniques justement, cette espèce de wobbling constant où les personnages ont toujours un petit mouvement qui fait qu'ils restent vivants. Donc il y a quand même des spécificités à la capture de mouvement. Nous, ce qui nous plaît le plus, c'est la vie qu'on peut mettre dans ces personnages. Donc, on pense que, et c'est ça la finesse, et c'est là où Susanna vraiment, elle intervient. Et là, c'est elle qui danse. Hein. Là, c'est moi qui fais le Gary, qui est un peu lourdeau. Et donc, ça me va très bien. Et elle est très fine et subtile. Et voilà, on pense que voilà, c'est ça, c'est incarner en fait ces personnages. Donc, on peut vite en faire trop. Alors ça devient un peu du mime, on a des choses avec les mains, on a tout le temps des mains comme ça. Donc il y a quand même une chorégraphie, pas au sens de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais au sens de régler chorégraphiquement les mouvements et d'avoir une conscience de son corps. Donc c'est pas tant de régler une danse qu'on a réglé vite fait, donc on peut faire mieux, mais c'est vraiment comment instiller la vie dans ces personnages. Et c'est ça qui nous semble être fascinant. Et c'est aussi ce que je trouve fascinant dans le travail de Thomas 2D et Fix, c'est que ces personnages sont très vivants. Donc il fallait leur donner de la vie pour matcher finalement la vie des BD de Thomas. Donc là, on tente différentes petites situations. Donc elle rentre dans sa chambre, elle le séduit. Alors on ne sait pas s'ils sont déjà amants et c'est un jeu qu'ils font entre eux. Et puis ils font ces petites danses et puis après, il y a Alex qui vient, puis tout d'un coup, il les surprend, peut-être qu'elle fait une photo. Voilà. On a essayé différentes choses qui ne vont pas forcément rester d'ailleurs. La question le lit, par exemple, comment être sur le lit. Alors là, on s'enfonce dans le lit parce que le travail n'est pas fait. Mais disons, pour nous, c'était vraiment trouver la relation aux objets. Quels sont les objets essentiels, importants, qu'est-ce qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre. Par exemple, ma conclusion, c'est que là, on avait une accessoiriste qui nous a aidés, mais ma conclusion, c'est qu'il faut c'est plus de l'ordre de la scénographie, en fait, que de l'accessoire. Donc, il va falloir qu'on construise, enfin, qu'on fabrique un dispositif pour les meubles qui soit vraiment spécifique, avec le moins d'occlusion possible. Là, on a vraiment bricolé avec ce qu'on avait. Et c'était ça l'idée, en fait, c'était de voir... Là, dans cette scène, on ne se rend pas bien compte, mais en fait, Gaz et Alex viennent enlever un cadavre qui se serait auto-consumé, parce que d'après Thomas, ça existe, il y a des cas. C'est un fact. Spontaneous combustion. En fait, il y a plein de petites idées comme ça qui me travaillent. Et puis là, dans ce projet, c'est super parce qu'on a besoin de matériel, on a besoin des idées, en fait. Des fois, j'étais vraiment presque un peu trop poussé à écrire un truc dans la nuit. Et puis là, je peux vraiment mettre tout ce qui me passe dans la tête, tu vois. Donc c'est génial, quoi. Pour moi, il y a tout un monde qui s'ouvre que justement, quand je fais mes scénarios de bande dessinée, ça peut être bien des histoires un peu compliquées, mais après, il faut le dessiner. Et là, on le dessine, et puis après, ça bouge tout seul, quoi. C'est quand même génial, quoi. Peut-être vous avez des questions, ou tu voulais encore rajouter quelque chose Là, on arrive gentiment au bout de la vidéo, donc on va peut-être laisser se terminer la vidéo. Oui, d'accord. Là, on voit qu'on a une chaise roulante, donc ça pose aussi un certain nombre de problèmes. Donc là, de nouveau, c'est vraiment brut, donc c'est pas très bien organisé. Mais vous voyez aussi Rudy qui est assis sur le bord de la piscine et qui va descendre dans la piscine. Donc nous, on tente de vraiment faire le plus possible en temps réel. Alors on pourrait tout à fait décomposer la scène et faire petit bout par petit bout, mais on cherche à garder la continuité. La Jeff qui est assez désagréable et bourré, qui vient verser sa bière dans la piscine, qui est une piscine vide par ailleurs.
Et puis, elle est plus en train de se noyer dans une piscine. Alors ouais, c'est un peu compliqué là, en fait. L'idée, c'était que Belle, qui est un peu dérangée, elle s'imagine qu'il y a de l'eau dans la piscine, donc elle essaie de se balader. Elle va de plus en plus au profond, et comme elle ne sait pas nager, elle se noie. C'est un peu compliqué, hein, à vrai dire, mais bon, on va travailler ça. Mais surtout, pour nous, les interprètes, ça nous demande quand même une certaine organisation de savoir, ben, moi je suis au fond de la piscine, elle est en haut, donc je dois diriger mon regard au bon endroit. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir prendre des questions dans la salle. Moi, je vais peut-être avoir une première question. Vous avez, donc du coup, le projet est en fin de développement. Vous allez partir en plus d'écriture, etc., etc. Donc, c'est encore dans un stade relativement jeune, même s'il y a eu énormément de travail de conception. Vous parliez de la musique, du sound design sur une œuvre en VR où il faut quand même capter un peu l'intérêt du spectateur, etc., sans dialogue. Comment on fait pour concevoir tout ce travail-là? Est-ce que l'idée, c'est d'avoir une bande-son totale, ou est-ce que vous travaillez aussi sur des moments de silence? Ok, alors le travail sur le son, il commence en fait maintenant. Donc Marquis est assisté par Ramon Orza, qui est un sound designer habitué de travailler dans le cinéma. Donc il a des grosses bases de données de son. Donc un petit peu la ligne, c'est on hésite entre de la musique. Alors on a de la musique concrète dans le sens que par exemple Susanna qui amène un cassette et qui play. On a la télévision qui va faire par exemple diffuser un match de boxe, donc une ambiance de match de boxe. Peut-être que ce match de boxe, il est dans toutes les chambres et tout le monde regarde le match de boxe. Donc c'est peut-être un son qu'on va retrouver un peu partout. Et puis ensuite, en termes de musique, on a plus de musique atmosphérique. Ce que disait Thomas, c'est un peu ce qu'il disait à Marquis, c'est quoi la musique de l'air conditionné? C'est quoi la musique du ventilateur, hein? Un peu quand on peut parfois être un peu tripé comme ça, et que tout d'un coup on entend de la musique et ça devient de la techno. Et en fait, parce qu'il y a une espèce de machine qui tourne et puis tout d'un coup on se fait sa musique dans la tête. Donc, puis la musique, elle a aussi une fonction pour attirer les spectateurs à l'endroit où il faut. Donc la grosse question pour nous, c'est le déplacement à l'intérieur de ce motel. Comment le spectateur librement va se déplacer à l'intérieur du motel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je voulais revenir sur... donc, quelqu'un ouais. Ah, si, un micro. Merci. Faut se lever? Oui, pour les caméras. Ah ben, j'ai pas envie d'être filmé. Mais voilà, non, je trouve ça formidable, bravo. Mais en tant que spectateur, on le regarde comment? Quel est le dispositif? On va de chambre en chambre, où vous nous guidez-vous? On est dans une grande pièce, comment ça se passe? Alors pour nous, l'idée, ça serait... Enfin, on a différentes options en fait, qu'on doit vraiment expérimenter. Donc maintenant, comme on a justement réuni un certain nombre de scènes qu'on a intégrées, qu'on est encore en train d'intégrer dans Unity, on va pouvoir aller se promener dans ce motel en VR. Donc on va pouvoir se rendre compte un petit peu de comment ça marche. Moi, personnellement, j'aimerais que les gens soient le plus libres possible. C'est-à-dire que je n'ai pas tellement envie d'une histoire linéaire où il faut voir une scène et puis ensuite tu peux voir la suivante, ensuite tu peux voir la suivante. Donc c'est un petit peu plus compliqué. On imagine ce qu'on appelle des points forts ou des points d'intention où en fait tout d'un coup les personnages sont réunis autour de la piscine et puis ensuite ils partent dans tous les sens et disparaissent, puis tout d'un coup on voit peut-être quelqu'un qui sort de sa chambre et puis qui met de la musique à fond, puis on se dit tiens, je vais aller voir ce qui se passe. On part du principe que donc c'est single user, hein, c'est une seule personne à la fois, que cette personne est curieuse et s'intéresse et souhaite suivre l'histoire, donc a priori elle ne va pas partir exactement de l'autre côté. Il y a aussi l'entrée, le début. On imagine qu'on apparaît comme ça au bord d'une route avec un arrêt de bus. Et puis au loin, on sent qu'il y a ce motel. Et puis tic, 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 on se téléporte. Une téléportation assez simple, classique. C'est important de dire que la lumière, c'est quelque chose qui peut aider vraiment à guider. C'est-à-dire même une scène, quand on pense qu'elle est terminée, la personne dans la chambre peut éteindre la lumière. Donc on se retrouve dans le noir et puis on ne voit pas grand-chose. Et en face, il y a une lumière qui s'allume dans une autre pièce. Donc en fait, je pense qu'avec les sons,
la lumière et les mouvements. Évidemment, c'est toujours ça un peu. En fait, pour moi, c'est hyper nouveau tout ça. J'ai jamais fait ce truc de VR et tout ça. Quand moi je fais un jeu vidéo, d'abord je vais ouvrir toutes les tiroirs ou je prends une voiture et je veux me tuer dans un lac. GTA, je sais pas comment ça s'appelle. Justement, je veux pas jouer le jeu, donc je fais exprès toutes les choses qu'il faut pas faire. Donc je pense qu'il y a aussi d'autres gens qui vont faire ça. Il y a aussi, à mon avis, ça peut être drôle. En fait, drôle, ça peut être aussi le cas que quelqu'un, il réagit un peu comme moi, il veut saboter un peu le scénario. Ça veut dire qu'il sort avec une autre vision de Sunset Motel qu'une personne qui suit un peu. Et aussi, je pense, là aussi, il faut pas non plus essayer de vraiment raconter des choses qui sont hyper importantes. Si on ne comprend pas, on ne comprend pas la scène prochaine. Il faut plutôt, il faut travailler avec des ambiances, avec des contacts, avec des tensions entre les personnages. Et dans notre méthode de travail, en fait, qui peut parfois déstabiliser les gens qui aimeraient qu'on soit plus précis, mais on garde le plus de portes ouvertes possible. Et on pense que c'est vraiment par l'expérimentation qu'on va trouver la solution. Donc, il nous reste encore une phase vraiment importante dans le développement. C'est maintenant de nous promener en VR dans le motel de manière confortable. Pour le moment, c'est encore un peu pas très confortable, mais ça va venir. Et là, c'est vraiment un temps qu'on va passer avec Thomas, avec l'équipe, pour dire, bon, OK, alors maintenant, dans quelle direction on tire? Et c'est pour ça que de ne pas avoir des scènes trop précises nous laisse la liberté vraiment de changer et de modifier en cours de création. Et c'est une méthode qui ressemble plus à la création en spectacle vivant que typiquement en animation en VR. Mais ça, c'est aussi les conditions du fait d'avoir un studio de capture de mouvement en fait, dans notre salon, qui nous permet de faire des allers-retours constants et des tests, même sans l'équipe. C'est-à-dire si on a besoin de tester des choses avec Susanna, on s'équipe vite fait, on fait nos tests pour voir. Donc on a encore une grosse phase, je dirais, d'écriture. Et dans la phase de l'écriture, c'est là, on doit résoudre cette solution parce qu'évidemment, la position du spectateur dans une expérience VR est essentielle. Et je pense que les expériences VR qui sont moins bien réussies, souvent, c'est parce que la position du spectateur n'a pas été tout à fait bien pensée, quoi. On a encore le temps pour une dernière question? Bien sûr, oui, tout à fait, une question. Pour la création de personnages, vous avez pensé la création en créant un personnage qui vous a donné la suite avec un personnage qui pourrait interagir avec celui-là, ou vous vous êtes dit on va faire 9 personnages et on va les mettre directement, enfin on va créer leur histoire en fonction du motel. Est-ce que vous avez compris? C'est pas clair? Pas compris. Ouais, non, c'est pas grave. En fait, on a créé des personnages à fur et à mesure, et puis évidemment, quand j'ai créé un personnage, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être bien pour agir, comment ce personnage, qu'est-ce qu'il a besoin comme adversaire ou comme copain ou je sais pas quoi. Donc c'est pas non plus des personnages hyper inventés, hein. C'est des stéréotypes en général. C'est de la bande dessinée pour moi, hein. C'est aussi la liberté de piquer tous les caractères qu'on connaît tous ces films qu'on a déjà vus, qu'on a aimés. Donc reprendre un peu des stéréotypes, je trouve ça toujours assez drôle. Mais après, je pense avec ce qu'on a, justement, quand on a des caractères assez clairs, qu'ils pourraient avoir des relations, là, ça commence à jouer parce qu'on improvise aussi. Et puis on découvre des choses qui sont finalement ce qu'on invente nous. Et au niveau de la timeline aussi, de comment ils ont été créés, au début c'est vraiment des intentions. Ils n'avaient pas de nom. En fait, c'est vraiment c'était le dealer, le lover. Il y avait vraiment ça. Et après, au fur et à mesure, ils ont eu un nom, des backstories. Il y a eu des petites modifications sur certains qui nous semblaient plus justes. Mais ça, c'est vraiment fait comme ça, comme on travaille aussi étape par étape. Et c'était pas fixe dès le début. Je pense que c'est aussi la force de notre manière de travailler, de aussi laisser des parts d'ombre et de modifications dans un outil en général qui ne le permet pas, parce qu'on fait de la 3D et qu'on dit on faut refaire le personnage, ça peut être pénible. Oui. Alors, on va avoir une question, puis une dernière ensuite. Bonjour,
Bonjour, merci beaucoup, c'est fantastique. Une question qui porte sur la diffusion. On comprend que vous avancez au fur et à mesure et que vous avez encore pas mal de choses à tester, notamment sur la position du spectateur. Et la question fondamentale, c'est une fois que vous aurez réglé tout ça, quelle est la diffusion? Est-ce que c'est en salle? Est-ce que c'est sur plateforme? Est-ce que c'est une question un petit peu fondamentale quand même pour exploiter le projet? Bien sûr. Alors à la base, c'est un projet VR. Donc un projet VR, ça implique d'une distribution à travers des casques, souvent une distribution en festival, avec les limites évidemment de l'accès aux équipements. Peu de gens sont équipés, peu de gens passent du temps en VR. Moi j'ai plein de casques, mais je passe peu de mes soirées à faire de la VR. Donc on est bien limité par ça, mais en même temps, ça reste quand même, à mon avis, le média le plus immersif et le plus impressionnant. Et je pense que là, vraiment, il y a vraiment cette envie d'être complètement immergé dans ce monde de Thomas Hoth, en fait. Après, c'est clair qu'on a des grosses envies de cinéma. Donc, on a bien envie aussi d'en faire un film. Alors, est-ce que ça sera un court-métrage? Est-ce que ça sera une série de courts-métrages? Je dirais qu'on est même tellement ouvert qu'on pourrait tout à fait imaginer que la pièce VR, c'est un peu leur vie et puis il ne se passe rien de spécial. Et puis finalement, la vraie histoire, elle est sur un film. Peut-être qu'ils vont tous voir, il y a peut-être un écran quelque part dans le jardin du motel, puis finalement, ils vont voir le film de leur vie. Donc on a vraiment laissé les choses très ouvertes. Là, on a des grosses décisions à prendre, évidemment, mais on va dire qu'on a fini notre phase pratique de développement et puis maintenant, on a une phase théorique. Ensuite, on va passer en écriture et puis ensuite, on attaquera à la réalisation. Alors là, on aura toutes ces questions, j'espère, seront résolues avant d'attaquer la réalisation, parce que sans ça, ça va être le chaos. Et on est sur des casques autonomes. Donc, c'est-à-dire que pour la diffusion, en tout cas l'accessibilité, on est aussi parti là-dessus sur des choses très accessibles pour après faire des choix. Mais c'est là que le principe de Tristan, en utilisant les 3 canaux RGB d'être en noir et blanc, allège énormément en termes de ressources. Et là, on pense qu'on a aussi quelque chose quand même. Donc, on pense déjà à la question des ressources et que ça tourne justement quand même sur un casque qui est finalement un téléphone portable, la qualité de calcul d'un téléphone portable. On pense que ça va passer, mais peut-être qu'on aura des surprises aussi. On a toujours des surprises. On va prendre une dernière question, monsieur. Oui, vous répondez à toutes les questions, donc c'est difficile d'avoir des nouvelles questions. Tout se poser. Enfin, non, mais il y avait une image que je trouvais assez belle avec Thomas Hoth en VR, enfin avec des points là partout. Puis je me suis dit, sexy. Est-ce que tu vas continuer avec des points maintenant au lieu des traits? Pardon? Comme sur le VR, il y avait des boules partout. Et je me suis dit, comme tu travailles avec les traits, tu fais des traits, est-ce que tu vas maintenant travailler avec des points? Ah, bonne idée. Non, mais ouais, c'était pas ma question. C'était pas ta question. Non, je voulais seulement demander par rapport à la danse, parce qu'il y a toujours cette question du corps réel, l'énergie du corps qui est plus là quand on est en VR. Enfin, quand nous on se rapproche, on sent pas le corps du danseur, de l'être. Et il n'y a pas de lourdeur aussi, puisqu'il n'y a pas on touche rien, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'objet. Donc je me suis demandé, est-ce qu'il y aura peut-être aussi une adaptation en spectacle vivant ou en mixte, où on voit les danseurs sur scène et on voit A priori, non. Moi, je ne partage pas tout à fait cette opinion. Je pense que quand on met la qualité du mouvement, la présence du corps, elle est vraiment réelle. On est vraiment dans un vrai espace. D'ailleurs, en VR, on peut devenir malade si on bouge. Enfin, j'entends, on est vraiment comme dans la réalité. Donc nous, justement, ce qu'on veut insuffler, c'est la vie dans ces personnages. En fait, ouais, juste, la première pièce qu'on avait travaillée, c'était VRI, où il y avait les spectateurs, c'était les spectateurs qui entraient en VR avec un sac à dos et des marqueurs, donc il avait son propre avatar. Et tous les danseurs, tous nos danses, ils étaient enregistrés autour de l'espace de capture où les spectateurs vivants, dans ce cas-là, il était. Mais il y avait des moments où les enregistrements se déplaçaient aussi à l'intérieur de cette carré, alors ensemble avec le public réel. Et ils ne savaient pas qui était qui, en fait. Et la plupart du temps, ils s'enlevaient les casques, ils cherchaient les danseurs.
Mais non, il n'y a pas de danseurs. Tout est enregistré. Que moi personnellement, que je suis vraiment pas du tout dans ce monde VR. Ce que je trouve fascinant, c'est que les corps, ils bougent et en même temps, ils sont pas réels, quoi. Je pense que c'est toujours la question du réalisme dans ce projet. C'est exactement avec le mouvement aussi. Même quand je vois un film digital, je sais pas, Peter Jackson, truc comme ça, très vite on dit ouais, le dinosaure, là il a bon poids et tout ça. C'est beaucoup de travail d'animation et tout ça pour rendre les choses digitales réelles. Et là, je pense qu'il faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut plutôt travailler avec cette façon un peu fantôme des personnages ils sont noirs et blancs, ils sont scratchés, donc il faut pas essayer de les faire bouger comme des vrais personnages. En fait, évidemment, ils bougent. En fait, la première fois, j'ai vu Gassman tourner autour de cette table que vous avez vu, un petit extrait. C'est angoissant parce qu'on sent que c'est un mouvement d'humain, mais en même temps, c'est un dessin, en même temps, c'est quelque chose qui flotte. Donc, je trouve ça très intéressant. Et les meilleurs effets spéciaux, d'ailleurs, Godzilla, moi j'ai rencontré l'acteur qui a fait Godzilla, il s'appelle TJ Storm. C'est un vrai, il est costaud, il est grand, et il a du poids. Donc tous ces êtres qu'on voit dans les films souvent sont interprétés par des action actors qui sont spécialisés en fait. C'est vraiment se spécialisent dans donner du corps en fait à ces êtres, quoi. Donc nous on croit vraiment en anglais on dit embodiment, l'incarnation en fait. Et c'est un peu la qualité des danseurs, c'est-à-dire que le danseur contemporain c'est pas un acteur qui va interpréter un rôle, c'est quelqu'un qui vit. C'est Susanna qui danse dans une pièce de Jill Jobin, c'est pas un personnage. Là, c'est un petit peu différent, mais il y a quand même, on va mettre Susanna à l'intérieur du personnage. Donc, on a encore des questions sur le casting. Est-ce qu'on peut faire plusieurs personnages ou pas? Est-ce qu'on doit avoir vraiment chaque personnage un acteur danseur pour chaque personnage? Donc, on a encore pas mal de questions à résoudre, mais on voulait vous présenter où on en est aujourd'hui et on espère qu'on arrivera au bout de notre projet, j'espère l'année prochaine. Teasing. Merci beaucoup, merci à vous, et puis rendez-vous en 2024.